Tout y était, les amis, tout y était, tout était réuni pour que Blanche-Neige soit une catastrophe. Vraiment, tout était là pour que ce soit vraiment un pur scandale cinématographique. Les gars, je me suis régalé. Bonjour tout le monde. Bon, Blanche-Neige... Allez, on va pas mettre le suspense direct, hein. Ça va vraiment être une catastrophe industrielle, c'est sûr. Et ça, Disney, en fait, le sait depuis bien longtemps. Parce que depuis son annonce, bon, ok, le film, il cumule quand même les polémiques assez atroces, quand même souvent bien débiles, et il cristallise, surtout, c'est assez intéressant, mais vraiment, il cristallise l'ensemble des tensions de la société, quoi. Entre Peter Dinklage, qui se plaint qu'on stigmatise les personnes atteintes de nanisme en les caricaturant, poussant ainsi Disney à du coup ne pas embaucher d'acteurs nains pour les remplacer par des VFX et du coup priver cet acteur nain d'un rôle hyper intéressant et qui leur aurait amené beaucoup de visibilité. On applaudit Peter Dinklage. Entre Rachel Zegler qui se prend une bonne grosse dose de racisme et qui doit du coup justifier aussi ses positions, notamment ses prises de position pour la Palestine, pendant que Gal Gadot, sa collègue, n'en perd pas une vraiment pour poser en photo avec des soldats israéliens et soutenir dès qu'elle peut en postant des gros tweets un génocide qui se passe en ce moment. Les deux sont sur la même affiche, les deux partagent la promo, enfin vraiment comment voulez-vous que ça le fasse. Entre les premiers trailers qui sont, il est vrai, assez ratés et entre les premiers retours assez catastrophiques, mais ça je pense que ces retours-là viennent de gens qui avaient déjà décidé de détester le film, je vous le dis, tout était réuni pour que ce soit vraiment une catastrophe. Et ça, Disney s'y est largement préparé. Ils ont annulé toutes les avant-premières, ils les ont réduits au strict minimum, ils ont très peu communiqué sur ce film qui est en fait un film qui est devenu au fil des mois un film non assumé, et ça va pas manquer, hein. De toute façon, regardez là, rien que cette critique-là, je pense qu'elle va être noyée sous des tonnes de critiques de quarantenaires qui vont faire des grosses minias avec le mot woke dedans, et elle va être perdue au milieu de gros darons qui vont se plaindre comme des gosses de 10 ans que leur héroïne fictive n'est pas assez blanche pour eux. Ça dirait de grandir. Ça, je dirais de grandir. Pour vous dire à quel point Disney n'en veut pas de ce film, rendez-vous compte, hein, les collègues de Écran Large, ils ont contacté l'attaché de presse Disney France pour pouvoir voir le film et en parler. Normal, c'est le principe du journalisme ciné, vraiment. Et on leur a refusé un accès presse en leur disant que le film n'avait pas été pensé pour répondre aux attentes cinéphiliques de la rédaction d'Écran Large, les gars. Que Écran Large devrait attendre de le découvrir avec le vrai public du film. Mais c'est hyper grave, vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Ça veut dire, en fait, ça c'est une réponse qui dit noir sur blanc que pour Disney, le vrai public, le grand public, on a le droit de lui faire bouffer complètement de la merde et qu'il n'a pas le droit d'avoir des attentes cinématographiques. Enfin bref, c'est complètement dingo. Et vous me connaissez, je suis allé voir Blanche-Neige Day One, les gars, parce que évidemment je suis pas invité par Disney non plus, faut pas... Vous vous doutez bien que c'est pas trop la DA de la chaîne, ça leur plaît pas énormément. Donc je suis allé voir Blanche-Neige Day One, malgré la présence de Gal Gadot, et je m'attendais à un étalage de merde. Vraiment, je m'attendais, on allait voir ce film à une daubasse qui allait peut-être au moins me faire rire tellement elle serait médiocre. Les amis, franchement c'est bizarre à dire, mais j'ai kiffé, quoi. Bon alors, vous avez l'habitude, pas de spoiler dans cette critique, le but étant que vous puissiez continuer à la regarder si vous n'avez pas eu la chance de voir Blanche-Neige Remake. Blanche-Neige, la version de 2025, est réalisée par Marc Webb. Et vous savez quoi? Moi, Marc Webb, ça me va, j'aime bien. Je trouve assez juste dans la mise en scène des couples, dans ce qui est des interactions entre les personnages, même dans ces Spider-Man, ça fonctionnait en fait, entre Andrew Garfield et Emma Stone, malgré, tous les autres énormes défauts des films. Et puis voilà, sa comédie romantique, son drame plutôt, 500 jours ensemble, m'a fendu le cœur. Et je l'ai trouvé très malin, très juste, très simple, Enfin vraiment, un beau film indé qui m'a plus touché que la grande majorité des films indés américains. Là, il se retrouve à la barre de 200 millions de dollars et une galère annoncée. Comment il va s'en sortir? Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire du film, même s'il y a quand même des changements narratifs, ça je vais y revenir, qui sont bien présents et qui font du bien, mais l'histoire de Blanche-Neige, vous la connaissez globalement dans les grandes lignes. Sachez juste que la scénariste, Greta Gerwig, dont je suis pas un grand fan mais qui n'est pas non plus une tâcheronne, hein, du coup, loin de là, elle prend quand même pas mal de liberté avec l'œuvre originale. Elle prend des chemins détournés, elle invente des personnages par rapport au film de 1937, sans pour autant multiplier les sous-intrigues, juste en rendant les intrigues, qui étaient quand même très basiques, hein, celle du film de 1937, c'est très basique, on va y revenir aussi parce qu'en fait c'était
il y a des vrais problèmes dans le film de 1937 qui peuvent pas être présents dans cette transcription live. Le prince n'est pas un personnage de cinéma, Blanche-Neige n'est pas un personnage de cinéma, il y a aucune interaction crédible entre les personnages, ça passait parce qu'on est en 1937, que c'est un dessin animé d'1 heure, et qu'en fait les personnages sont tous des archétypes, des caricatures, et du coup c'était presque ce qu'on attendait. Pas besoin de développer vraiment un personnage tant qu'on sait que c'est qu'une princesse hyper jolie et qu'il y a la belle-mère à côté qui est jalouse. Greta Gerwig, du coup, pour étayer un peu ça, je trouve qu'elle prend pas mal de liberté avec ce récit original, et tant mieux, parce qu'on parle pas de la Bible, les amis, on parle pas d'un truc inattaquable, on parle de Blanche-Neige version Disney de 1937, qui a lui-même rien à voir avec le conte des frères Grimm, très honnêtement, et c'est là où Mark Webb et Greta Gerwig sont assez intelligents, qui font pas la même erreur que beaucoup de remakes Disney live, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas faire du plan par plan. Ils vont comprendre que des choses qui se passent en animation ne passent pas en live. Et putain, déjà rien que ça, c'est fou de se contenter de ça. Mais c'est déjà tellement mieux que 95% des remakes Disney actuels. To honor the day I was born, my father named me Snow White. Moi, je préfère 1000 fois ça plutôt qu'un film qui reprend sans comprendre et sans réfléchir et sans aucun intérêt, plan par plan, les films originaux. Comme c'était le cas de L'Atroce, le Roi Lion, comme c'était le cas de La Petite Sirène, qui étaient justement vendus pour leur similitude avec le dessin animé. Sauf que ce qui est crédible, acceptable même en dessin animé, ne l'est pas en live. Et du coup, ça donnait des séquences très très gênantes, un aspect hyper cheap et vraiment complètement raté, hein, même globalement. Mais pareil, ça, on va y revenir parce que Blanche-Neige évite cet écueil-là. Et je trouve que dans ce Blanche-Neige-là, narrativement, il y a des partis pris, et des partis pris qui font de Rachel Zegler, enfin du personnage Rachel Zegler, du coup Blanche-Neige, pardon, hein, mais un vrai personnage de cinéma, ce que n'était pas la Blanche-Neige de 1937. C'était quoi la caractérisation de Blanche-Neige dans le dessin animé original? C'était une meuf un peu fraîche, qui chante avec les piafs, qui était hyper lisse, et dont on dit qu'elle était la plus belle du royaume. Ça s'arrête là. C'est pas un personnage, ça, hein. Ça, c'est un terrain de parodie pour Shrek, hein. Là, Mark Webb et Greta Gerwig créent un personnage de cinéma, un personnage qui a des torts, un personnage qui n'est pas si manichéen, un personnage surtout qui a de vraies relations avec les autres personnages. Elle ne se définit pas que par un archétype qui est elle est belle et elle rend jalouse les autres. Il y a quand même un peu plus il y a plus d'épaisseur parce qu'elle a des vraies interactions avec les personnages qui l'entourent, quoi. C'est un personnage qui existe, en fait. C'est un personnage qui existe tout bêtement et ça, ça fait du bien, quoi. Please, show mercy. Find his home and burn it to the ground. You were saying... Vous le savez, du coup je l'ai dit, moi j'ai une profonde haine des nombreux remakes Disney qui pompent complètement les originaux et qui capitalisent de manière hyper critiquable sur la nostalgie et sur le passé sans chercher à comprendre qu'en fait ce qui se passe en animation ne passera pas en live. C'est hyper gênant. Et par exemple, regardez la Petite Sirène, parce que oui, je me suis tapé La Petite Sirène en live. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est mon métier. Ça reprenait les mêmes plans, ça reprenait des séquences qui du coup étaient hyper enchanteresses dans le dessin animé, sauf que là, elles étaient ultra désaturées. On anéantissait toutes les couleurs, on avait des décors ultra numériques, mais sans aucune DA qui était adaptée pour faire passer ça, quoi. Il y avait aucune DA. Et en fait, dans l'esprit de Disney, on dirait que dessin animé égale enfant égale ok, on a le droit de mettre des couleurs, film live égale mature égale bouh, on va tout assombrir, on va désaturer, ça va être sombre, la photographie, bouh. Parce que c'est bien connu, le degré de maturité d'un film se résume à sa colorimétrie et pas à son traitement et pas à son écriture. Ça serait un peu trop demandé aux gens qui bossent pour Disney apparemment. Et alors bref, je dois, pardon, hein, encore une fois je vais le dire, mais j'ai aimé la DA de Blanche-Neige. Bah ouais les gars, j'ai largement préféré la DA de Blanche-Neige à la DA de tous les autres remakes Disney. Mais mille fois, je vais vous expliquer. Je la trouve tellement meilleure que même meilleure que la DA du Alice de Tim Burton, même meilleure que les Beauty and the Beast ou les dernières adaptations du conte Blanche-Neige avec Kristen Stewart là qui était sortie, qui était quand même un sacré ramassé de merde aussi, parce que cette DA en fait elle te lance des décors hyper sympas, des costumes colorés en fait, voilà, des costumes colorés, des costumes réussis, des costumes cohérents, et on a une photographie qui embrasse enfin son statut de conte, c'est-à-dire qu'on va embrasser l'aspect dessin animé fantasmagorique, et franchement niveau photo, pour moi on est plus proche d'un The Fall par exemple de Tarsem Singh, ou même de l'exubérance d'un film de Baz Luhrmann, plutôt que d'un fade remake Disney comme on nous a habitués à en voir. Et d'ailleurs c'est pas étonnant puisque la chef opératrice c'est Mandy Walker, qui est aussi la chef opératrice de Baz Luhrmann, et c'est une excellente chose. I'm sorry, my dear. Did I frighten you? Ça veut dire des lumières qui s'assument, ça veut dire des couleurs qu'on n'hésite pas à pousser, ça veut dire un refus total de la désaturation au profit justement d'une saturation assez légère mais qui du coup
Enfin, change tout vraiment. On refuse d'assombrir artificiellement l'image. Le numérique, il est présent, il est même très très présent, mais je trouve qu'il est bien plus assumé et bien plus accepté, puisqu'en fait il fait partie de la DA. Une fois qu'on a cette DA qui s'affranchit du réalisme, on accepte vraiment beaucoup plus les décors et les personnages numériques. On les accepte bien mieux. Pourquoi? Parce qu'on a des CGI, des VFX qui, à aucun moment, les CGI essayent de nous faire oublier qu'ils sont des CGI. Et c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est ça qu'il faut. De toute façon, Mark Webb n'ayant pas pu embaucher des acteurs nains, a été obligé de les remplacer par des gros effets spéciaux. Je pense qu'il s'est dit dans sa tête, bon bah écoute, si on m'oblige à faire ça, et que je dois balancer des effets spéciaux de partout, bah rien à foutre, je vais pas essayer de les cacher, je les assume et je les montre. Et c'est ok, c'est ça qu'il faut faire. Visuellement, Blanche-Neige, je trouve qu'il est, dans sa réflexion, vraiment au-dessus de tout ce que Disney, dans ses remakes, nous a balancé depuis 10 ans. Vraiment. Avec quelques exceptions mises à part, notamment le livre de la jungle que j'avais vraiment trouvé pas mal. Surtout que même narrativement, je trouve qu'il y a une simplicité qui fait plaisir. C'est un film qui a la bonne idée, et merci pour ça, d'être court, bien plus court que les autres remakes Disney aussi, c'est-à-dire qu'il va durer 1h45 à tout casser, et qui du coup refuse absolument d'intégrer l'espèce de multitude de sous-intrigues qu'on retrouvait dans La Belle et la Bête par exemple, ou dans le Alice de Tim Burton. C'est simple, c'est précis, ça part pas dans tous les sens, ça t'invente pas de faux objectifs artificiels comme pouvait le faire l'atroce Petite Sirène qui putain durait 2h15, la Petite Sirène version live. 2h15 les gars, alors qu'il raconte exactement la même chose que le dessin animé qui durait 1h de moins, mais en fait gonflé artificiellement par des espèces de quêtes dont on se foutait royalement et par des scènes rajoutées complètement pétées, gonflé artificiellement son récit. Pas du tout le cas ici. Ici en fait ça reste quand même très très direct en fait comme scénario, comme narration, sans pour autant oublier ses personnages. Mais en fait les scènes rajoutées ou les quelques partis pris et choix narratifs rajoutent vraiment quelque chose. C'est pas du remplissage en fait. Du coup, les amis, moi j'ai apprécié mon visionnage quoi. Putain, je pensais vraiment pas dire ça un jour. Peut-être que je vais me faire inviter aux événements Disney, peut-être que je serai invité aux avant-premières, contrairement à Écran Large. Regardez, j'ai aimé Blanche-Neige le remake, parce qu'on retrouve une direction d'acteur qui marche, et là je m'attarde sur Rachel Zegler, parce que je trouve qu'elle est vraiment très très bonne dans son rôle, avec Andrew Burnap qui marche bien aussi. Enfin, je trouve que Mark Webb dirige très bien ses acteurs, sauf une, mais peut-on vraiment réussir à bien diriger Gal Gadot? J'ai l'impression que ça n'existe pas, c'est impossible. La mise en scène de Mark Webb, bon, comme je l'ai dit, il y a des points sur lesquels elle est pas bête, hein, elle est même plutôt intelligente, mais elle reste très très illustrative. Je vais quand même revenir sur terre un peu. Je vous parle pas d'un chef-d'œuvre, hein. Je vous parle d'un film qui manque de surprises, qui manque encore plus de prise de risque. Je vous parle d'un gros blockbuster qui a quelques séquences largement en dessous, notamment ces chansons dont il faudrait un jour que Disney apprenne qu'il faut se débarrasser dans ses remakes. C'est un film qui perd toute ampleur à partir du moment où on a l'impression d'avoir une actrice amateur de fac de Lyon 2 à chaque fois que Gal Gadot apparaît à l'écran avec une expression faciale et vraiment elle arrive pas à faire autre chose, c'est terrible. Limite ça pourrait passer parce que c'est une reine machiavélique, vas-y c'est pas grave si elle a une expression qui est tout le temps celle-ci. C'est vraiment celle-ci, quoi. Je pense vraiment qu'il va y avoir des mèmes sur la manière de jouer de Gal Gadot dans ce film, parce que c'est quand même catastrophique, faut le dire. Ça reste un film aseptisé. Ça reste un film qui a un gros cahier des charges, évidemment, mais je trouve qu'à travers ce cahier des charges, on sent qu'on a quand même des gens à la barre, mais qui ont réfléchi, et qui sont pas des tâcherons, et qui ont théorisé le fait d'être un remake Disney, est-ce que ça impliquait. Et ça implique de faire autre chose que ce qu'on nous a chié dans La Petite Sirène ou Beauty and the Beast, ou la multitude de daubes qu'on se bouffe actuellement, quoi. Donc, je le place tellement au-dessus. What did you think I was? Nothing. Ghost. Et vous savez, moi j'aime bien dans ce genre de critique vous donner un petit film bonus sur le même thème. Et là, le thème globalement c'est Blanche-Neige en live. J'ai voulu vous parler de Blancanieves, mais j'en ai déjà parlé sur Intercut dans un Balance ton film. C'est un film espagnol qui réadapte Blanche-Neige et qui le fait magnifiquement. C'est un magnifique film Blancanieves, mais j'en ai déjà parlé. Du coup, mon petit film bonus, il s'appelle Blanche-Neige, le plus horrible des contes. Et c'est un film live qui réadapte donc le conte des frères Grimm, qui est je trouve quand même une sacrée surprise. Bon, déjà, casting, les amis. La Reine Blanche, là, tu passes de Gal Gadot à Sigourney Weaver. Bon, t'es sur autre chose, quoi. La belle-mère en horrible sorcière, reine machiavélique. Sigourney Weaver, ça veut dire que t'es une vraie actrice, tu vas voir la différence, ça fait mal. Sam Neill, qui a un assez gros rôle aussi. Et ici, en fait, je trouve que... Bon, alors, l'idée, c'est assumer dès le titre, hein, c'est de faire une version extrêmement sombre de Blanche-Neige. Et ça marche très
très bien. Ici aussi, on essaie de faire vivre et de créer des personnages, parce que Blanche-Neige, c'est vraiment une gamine pourri gâtée, hyper capricieuse. Les 7 nains, ils sont terrifiants, vraiment, ils sont hyper creepy. La méchante reine, Sigourney Weaver, qui se donne à fond et dont on comprend les motivations, c'est pas juste une meuf jalouse qui veut tuer les meufs qui sont plus belles qu'elle. Pareil, là, on essaie de s'affranchir un peu de ça pour créer un vrai perso de ciné, et ça marche parce que Sigourney Weaver donne de l'épaisseur à son perso en une séquence, et je trouve qu'il y a des très belles images, je trouve qu'il y a une très belle photo, qui là, par contre, bon, veut être beaucoup plus réaliste que le film de Mark Webb. Là, par contre, on désature. Là, par contre, on reste dans une photo qui est presque très typée film de genre, qui crée une ambiance assez malsaine, qui n'hésite d'ailleurs pas parfois à vraiment aller presque vers le gore. Bon, le gore gentillet, mais il y a du gore, il y a des personnages qui ont des actions assez horribles, il y a un vrai gros travail sur l'ambiance, et franchement, pour quiconque cherche une version de Blanche-Neige qui lorne vers l'horreur, vers le trash, avec des sacrés acteurs, avec des décors hyper sympas, avec des costumes, une photographie qui franchement fait largement le taf, même si on sent qu'il n'y a pas, que là, il n'y a pas 200 millions de dollars au budget, hein, clairement, et je vous conseillerais ce film. Je voulais en parler rapidement parce qu'il y a trop de gens qui connaissent pas son existence, mais c'est un film que je trouve très malin, qui ne fait pas du... Tu vois, il y a énormément de gens qui réadaptent les trucs de jeunesse avec lesquels on a tout grandi, les films de jeunesse, pour en faire un truc volontairement trash, mais raté, genre Winnie the Pooh, où là c'est un peu la mode en fait, on reprend les grands contes et on accentue à fond le côté gore, le côté trash, etc. Là, c'est beaucoup moins gratuit. Là, ça reste cohérent avec le conte des frères Grimm. Là, c'est beaucoup plus malin, franchement. C'est pas un film d'horreur fauché, cheap, dégueulasse, qui n'a rien à vendre, hein, et qui n'a que à vendre le fait d'être une Blanche-Neige trash. Non, non, ça va plus loin que ça, et c'est un film que je vous conseille vraiment. Franchement, vous allez potentiellement être très surpris. Mais serez-vous aussi surpris que le fait que j'ai réussi à apprécier un film Disney dans ma vie? Peut-être pas, surtout celui-ci, putain. Je me suis dit, je vais aller le voir, je vais mourir de rire devant un film horrible et je vais l'anéantir en critique, ça va faire des vues parce que les gens aiment bien quand je m'énerve. Les gars, je peux pas m'énerver là, je peux pas m'énerver, j'ai eu probablement le meilleur remake Disney depuis bien des années quand même. Hein. Alors du coup, est-ce que je vous encourage à aller voir Blanche-Neige version 2025? C'est pas un film honteux, c'est vraiment pas un film honteux, c'est pas un grand film non plus. Honnêtement, c'est vraiment pas un grand film. Mais il est tellement loin de ce que... Enfin, je trouve ça même assez marrant qu'en fait, pour une fois que Disney fait un film qui n'est pas honteux, Disney a honte de ce film. C'est vraiment, il y a une inversion des trucs. Les gars, putain... Faut être cohérent, quoi. Les gars, ils aiment pas faire du cinéma normal, en fait. Vraiment, ça les terrifie. Ils en ont honte. Mais bref, voilà pour cette critique, voilà pour ce film bonus. Allez voir, ce film bonus, il est génial. Pourquoi ne pas aller voir Blanche-Neige, franchement, en famille, ça passe beaucoup mieux que tellement de films en vrai. Je voulais en parler comme ça, même si ça a été une énorme surprise pour moi. Les amis, on n'oublie pas qu'il y a le petit Tipeee pour soutenir la chaîne. On s'abonne, on met la cloche pour être sûr de ne rien rater vu qu'on sort 2 vidéos par semaine. Je suis aussi sur Instagram où je fais des critiques comme ça beaucoup plus instinctives de tous les films que je vais voir au ciné ou que je découvre. Faut s'abonner à Insta, c'est là où je suis le plus actif. Les amis, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.